Ok, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ainsi qu'à mes camarades. Nous revoici pour une autre discussion, cette fois une présentation par Jean-Charles Hacquenin, qui va nous parler de, comme il me l'a dit, comme il nous l'a dit tout à l'heure, de la mise en regard du droit naturel et du droit positif selon lui, et présentation qui fera à peu près une demi-heure ou un peu plus, et suivie d'un débat ouvert entre nous. Voilà, Jean-Charles, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bonne année quand même. Voilà. Bien, et je pense que je parle pour chacun d'entre nous. Alors, donc on va commencer par que signifie avoir un droit? Parce que ça va peut-être nous permettre d'essayer d'extraire parfois la confusion, l'imbrication un peu étrange qu'il peut y avoir entre droit positif, droit naturel, savoir comment ils se positionnent. On va essayer de partir sur le terme que signifie avoir un droit. Ça pourra, vous verrez, peut-être nous faciliter certaines déductions. Alors, avoir un droit suppose une interaction. On n'a pas de droit tout seul. Bon, on a un droit par rapport à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Que faut-il donc pour acquérir ce droit? À moins de l'imposer, il faut que l'autre vous l'accorde. Pour quelle raison l'autre accorde-t-il ce droit? Il faut d'abord qu'il envisage votre présence, qu'il vous reconnaisse et qu'il vous respecte. Et comment y parvenir? Vous êtes le plus fort, alors là, vous pouvez l'imposer. Vous êtes le plus beau, la plus belle, le plus malin, vous pouvez encore l'imposer. Vous pouvez être force de travail, vous êtes utile, aidant, partenaire, ou bien vous êtes tout simplement un égal. À ce moment-là, on parvient à avoir un droit et à susciter surtout la reconnaissance et le respect. On voit que cette reconnaissance et ce respect ont toujours besoin d'une raison pour qu'ils adviennent, d'un intérêt à combler, d'une monnaie d'échange, d'un rapport de force. Et c'est seulement grâce à cette reconnaissance et ce respect que vous obtenez un droit à être, à collaborer, à co-vivre et plus si affinité. Ceux ou ces droits se répandent par interaction et se voient nourris par réciprocité de devoirs. Ce sont les interactions qui génèrent les droits et les devoirs. Encore une fois, on n'a pas de droit tout seul, ni de devoir tout seul. En résulte de proche en proche un corpus de règles appelé loi. Dès lors que l'interaction est potentiellement bénéfique pour les deux parties, la sérénité, l'ordre sont maintenus. Dès lors que l'interaction cesse d'être bénéfique, le conflit surgit. Mais la sérénité, l'ordre, le bénéfice mutuel sont-ils réellement le ou les buts recherchés? Sont-ils les objectifs du droit? Ce n'est pas parce qu'une interaction cesse d'être bénéfique que le contrat légal tombe. À vrai dire, il change d'objet. Au gré du renversement de situation, il peut, pourquoi pas, s'exercer soudainement pour la défense d'un nouvel intérêt, pour le maintien du pouvoir, pour une nouvelle domination. L'objectif du droit n'est pas d'atteindre un équilibre vertueux, mais de parvenir à un statu quo, même si ce dernier est temporaire et ou oppressif. Au mieux, le droit devient l'arbitre plus ou moins partial d'une conflictualité organisée. Au pire, il est au service des intérêts du plus fort. Le droit n'est pas adossé au bien ou au juste, comme on a parfois tendance à le croire. Il est adossé à la résultante des interactions en présence, bienveillantes ou pas. On dit parfois que le droit se dresse comme un rempart au chaos. Mais le non-chaos est-il la sérénité, l'ordre, le bénéfice mutuel? Non. Le non-chaos peut très bien être la défense d'intérêts particuliers, le maintien d'un pouvoir, la consécration d'une domination. C'est aussi du non-chaos. La seule certitude que l'on peut tirer de tout ça, c'est que par son efficience, le droit rejette, repousse, éloigne l'état de nature. Avec le droit disparaît l'hypothétique homme sauvage. Le droit est-il la pomme ou le serpent du jardin d'Éden? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, la nature humaine, elle, n'a pas disparu. Le droit continue de composer avec. Voilà, pour l'introduction sur
la question et la mise en perspective, qu'est-ce qu'avoir un droit en soi, dénué de toute intention morale, de bien, de mal ou de quoi que ce soit? Avoir un droit, donc c'est une interaction évoluée, on va dire. Et donc, je répète, au mieux une conflictualité organisée, au pire les intérêts du plus fort. Le droit positif. Le droit positif est généralement défini, alors là je vais aller vite parce que je vais reprendre au moins dans le début les affirmations et la présentation de Christian. Le droit positif est généralement défini comme l'ensemble des règles de droit rédigées par et pour la collectivité, c'est-à-dire qu'il est le corpus exhaustif de toutes les lois en vigueur. Il répond à la nécessité d'encadrer l'agencement des communautés humaines et par conséquent s'exerce à endiguer la liberté absolue vécue par hypothèse par l'homme sauvage. Ainsi, le droit positif se définit comme l'ensemble de règles coercitives qui s'appliquent sur une communauté humaine via une autorité reconnue par elle. Là, c'est copyright à Christian. On constate paradoxalement qu'à rebours du désir universellement partagé de liberté la plus large possible, le droit procède, lui, d'interdiction et d'obligation. En marge ou en prolongement de ce cadre général, on identifie d'autres déclinaisons de l'expression réglementaire comme le droit le droit ouvert, ou le droit A, le droit attributif. Mais là encore, ces droits désignent en creux ou par soustraction ceux qui ne jouissent pas de ces droits 2 ou de ces droits A, et par conséquent, augmente à leur tour le volume des interdictions et des obligations. Tout ça, c'est encore inspiré de ce que nous a dit la dernière fois Christian. Notons que le droit positif est un principe actif, construit et façonné par les hommes, ce qui, on le verra, n'est pas le cas du droit naturel tel qu'envisagé par ces exégètes. Se pose donc la question de qui le construit, le droit positif. Le droit s'élabore en regard de la société sur laquelle il s'applique. Il est donc élaboré par les individus qui la composent. Ainsi, le droit est écrit soit par le tyran dans un État totalitaire, soit par le peuple dans un État démocratique. Il passera bien entendu par toutes les nuances de gris, au gré du degré de totalitarisme ou de démocratie qui règne dans la dite société. Société démocratique ou totalitaire, le droit s'élabore toujours par le truchement décisif du plus fort ou du vainqueur, qu'il soit tyran ou qu'il soit peuple. Par effet de loupe, une acception du droit dispose que les droits sont des intérêts juridiquement protégés et constituent un périmètre au sein duquel leur détenteur est un petit souverain. Par exemple, le droit de propriété, là, l'image joue à plein. Se pose ici la question de la garantie du droit, parce que le droit positif impose des contraintes aux administrés, il doit s'associer une force pour s'exercer. Qu'est-ce qui garantit l'application du droit, sinon une force nécessaire, si possible proportionnée et légale? On se posera la question de savoir s'il en est pour le droit naturel au niveau de cette force nécessaire. Le terme positif semble avoir été choisi non pas pour signifier qu'il existerait un droit négatif, mais pour souligner le caractère concret, objectif de ce droit, et surtout pour ne pas exclure la possibilité d'un droit non écrit, inspiré de la morale, du sacré ou du spirituel. Par conséquent, on peut supposer que le droit positif reconnaît implicitement qu'il n'est pas hégémonique et qu'une porte reste ouverte à autre chose. Donc, on va voir ce qui se passe. Le terme positif pourrait donc être remplacé par objectif ou concret. On parlerait alors d'un droit objectif ou d'un droit concret. Mais penchons-nous sur le mot principal qui est le mot droit. On soulignait que le droit procède principalement d'interdictions et d'obligations. Étrange paradoxe pour un mot qui s'utilise originellement pour dire et pour signifier une liberté de avoir le droit. C'est le paradoxe faustien inhérent au droit. Obtenir un droit, c'est s'aliéner sa liberté, l'aliéner un peu ou beaucoup. Alors, au lieu d'utiliser le substantif droit pour désigner un corpus d'interdictions et d'obligations, un corpus de contraintes, le mot plus adopté aurait dû être devoir. Quand on parle de droit, on parle en fait plus de devoir que de droit. On devrait dire « je fais des études de devoir » au lieu de dire « je fais des études de droit ».
Bon, ça a l'air d'une boutade comme ça, mais on arrive quand même à cet exposé pourrait donc s'intituler Devoir objectif versus droit naturel. Alors là, peut-être que le duel va prendre forme. Il faut enfin souligner que le droit positif est un objet concret posé par les hommes eux-mêmes en vis-à-vis de la nature humaine. Il est façonné pour la corriger, pour la canaliser. C'est important aussi pour la suite. Utilitarisme. Là, je fais un détour parce que la dernière fois, Luc a évoqué l'utilitarisme. Alors, je vais juste lire 6 lignes de copier-coller dans un premier temps qu'on trouve sur Internet qui explique ce qu'est grosso modo l'utilitarisme. Donc, copier-coller de 6 lignes. On appelle utilitarisme le système qui consiste à ramener la notion du juste à celle de l'utile, par conséquent de faire de l'intérêt le principe du droit et de la morale. Le droit serait basé sur une obligation morale de maximiser le bien, c'est-à-dire l'utilité. En résumé, l'utilitarisme est la doctrine du plus grand bonheur, du plus grand nombre, reposant sur la double idée que chaque individu est le meilleur juge de ses propres intérêts et que chacun a une capacité identique au bonheur. Voilà pour le copier-coller. J'en conclus que l'utilitarisme se présente comme une négantropie du bien via l'utilité. En d'autres termes, c'est l'utilité qui construit le bien, puisque il est dit que le droit serait basé sur notre obligation morale de maximiser le bien, c'est-à-dire de l'utilité. C'est-à-dire que c'est le bien qui advient par l'utilité. Et en tout cas, l'utilité est la preuve que c'est bien. Enfin voilà, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'il y a une tautologie entre les deux. Un commentaire dit que, bon, là j'ai trouvé ça, mais ça va me servir pour la suite, tenant du despotisme éclairé dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, Bentham, fondateur de l'utilitarisme, permettait ainsi le passage du libéralisme de la liberté à un libéralisme du bonheur. Donc, je vous rappelle l'ambiance, Angleterre du 18e, c'est tout le courant, Adam Smith, etc., toute la formation de la loi du marché, de la main invisible, enfin, toute cette époque, et des Anglais qui essayaient de monter un contrat social tournant autour de ces échanges entre les hommes et de faire advenir cette affaire de marché. Alors moi, je comprends que son but était d'adoucir les contours de l'individualisme critiqué dans la loi des marchés et du contrat social anglais. Donc son but était d'adoucir les contours de l'individualisme, soumettant l'homme aux lois du marché et d'y instiller une dose de bon et de juste, de lier implicitement le marché au bien. C'était en fait une œuvre militante en quelque sorte. On va voir la suite. L'irruption de notions morales, et là c'est moi qui parle, ce n'est plus du copier-coller ou du commentaire vu. L'irruption de notions morales, de justice et de bonheur dans la théorisation de la fabrique du droit peut laisser croire que Bentham adhérait aux préceptes du droit naturel, tels qu'on les exposera plus loin. Mais bien au contraire, pour lui, la morale était partie intégrante du droit positif et il reniait tout droit au chapitre, au droit naturel. Rappelons son combat acharné contre les errements de la Révolution française, dont la Déclaration des droits de l'homme, et rappelons aussi qu'il a introduit la déontologie comme concept efficient du droit. En appeler à la déontologie, c'est en appeler à la morale. Et il a introduit ce concept à l'intérieur même du droit. Pour lui, la morale était une matière légale. Alors, comment il s'y est pris ? Une génération avant Darwin, Bentham a appliqué au droit, au contrat social et jusqu'à la réflexion philosophique une sorte de théorie de l'évolution. Comme Aristote dans son observation assidue de la nature, qui postulait qu'il suffisait qu'un mouvement soit pour qu'il ne soit pas chaotique au sens anthropique du terme, qu'une organisation politique soit pour qu'elle fût la meilleure à un instant T. Guillaume, tu as fait allusion dans ton exposé. Bentham a élaboré qu'il suffisait que l'utile soit pour qu'il relevât du bien. Il a affirmé que l'utile était symptomatique du bien.
au point que l'utile était synonyme de bien et que le bien était synonyme d'utile. On pouvait même aller jusque-là. Ainsi, par ce tour de passe-passe, le bien, valeur subjective par excellence, se trouvait enfin une correspondance en unité mesurable. J'ai envie de dire sonnante et trébuchante pour ce personnage. En ce bas monde. C'est-à-dire que voilà, le bien était enfin une valeur mesurable. C'était mesurable égale l'utilité. Il avait changé le plomb en or. Et c'était tout bénef pour le libéralisme du marché, etc. L'utilitarisme est en définitive un faux ami, pire un ennemi des tenants du droit naturel. Il a consisté à dépouiller la morale de son ascendance spirituelle et à reléguer la manifestation du bien à une misérable conséquence de l'intérêt utilitaire. Même des athées chevronnés pourraient y voir un cynisme abouti et même une démarche totalement iconoclaste. Par exemple, les utilitaristes se proposaient de légiférer sur des mesures, sur les mœurs et les coutumes, les orientations sexuelles, l'homosexualité à l'époque, les comportements. Mais ces questions morales n'ont que des rapports sporadiques avec le questionnement fondamental et eschatologique du droit naturel. D'ailleurs, les tenants du droit naturel pourraient arguer que les véritables droits universels revenant à chaque être humain, ceux dont aucun individu humain ne peut se passer, ces droits naturels peuvent être identifiés tout à fait indépendamment de l'utilité générale. Voilà, ça c'est pour une petite mise au point sur l'utilitarisme, et vous avez compris que voilà, je pense, moi, qu'il faut vraiment se méfier de cette notion. Voilà. Le droit naturel. Alors, on peut lister ainsi les droits naturels, donc on sait à peu près de quoi on parle, mais on va le dire. Les besoins fondamentaux, vitaux, les impératifs existentiels, instinct de survie, sûreté, conservation, reproduction. Les aspirations dites universelles comme la liberté, le droit à la sérénité, la résistance à l'oppression, le droit de disposer de son corps et avec son prolongement le droit de propriété et enfin le droit d'expression et d'opinion. Je dis enfin, mais on peut aussi en imaginer peut-être d'autres, mais ce sont les principaux. Ces droits sont considérés comme des droits inaliénables et imprescriptibles, hérités du simple fait d'être au monde. L'objet de la controverse, droit positif versus droit naturel, consiste en la prise en compte ou pas du droit naturel par les institutions légales, via le droit positif ou pas, et si oui, de quelle façon. Donc voilà, il y a quand même des tas de questions et comment situer ces deux-là. Alors, le droit naturel se prétend souvent universel et intemporel, issu de conditions innées de la nature humaine, au point qu'il pourrait être considéré par certains comme un outil à même de circonscrire le bien et le mal. Son extraction naturelle le rendrait aussi invariant, à contrario du droit positif. On parle de la permanence du droit naturel. Par conséquent, le droit naturel bénéficie d'une immanence qui le place en surplomb des règles qui agencent les collectivités humaines, une sorte de trame implicite, une matrice qui traverse tout édifice législatif. Une loi radicale. Hélas, son universalité, son intemporalité, son immanence en font une sorte de baleine blanche que personne n'a su réellement décrire avec précision. Il reste un concept flou, plus efficient par la portée de ses préceptes que par leur exposé eux-mêmes. En poussant à l'extrême ces deux acceptions du droit, droit naturel, droit positif, on voit qu'elles procèdent chacune d'une mission aux prétentions gigantesques et même démesurée. L'une issue de lois mystérieuses, ineffables, quasi divines, et l'autre vouée au bout du bout à un contrôle absolu. L'une est métaphysique et l'autre démiurgique. Le droit naturel métaphysique et le droit positif démiurgique d'une certaine façon. Ça, c'est une réflexion un peu personnelle, mais on va revenir à la controverse. Le droit naturel, par son immanence, est un concept passif, au sens où l'homme n'est censé ni l'avoir construit, ni l'avoir façonné, mais en être investi d'une façon automatique et le subir comme il subit la nature humaine.
On a vu qu'avoir un droit était le fruit d'une interaction par laquelle une faculté est attribuée par autrui ou imposée à autrui, au gré de circonstances diverses et variées. Notamment, donc avoir un droit, notamment une reconnaissance préalable. Il est nécessaire d'avoir une reconnaissance préalable et le respect minimum d'une autre personne, d'un groupe d'autres personnes. En découle un contrat et des lois. Ça, c'est le début de mon intervention sur les droits. Sur qu'est-ce qu'avoir un droit? Or, dans le cas du droit naturel, cette interaction, l'aspect circonstanciel, les conditionnalités nécessaires à l'avènement d'un droit ne sont manifestement pas remplis. Pas besoin de reconnaissance ni de respect, c'est un droit automatique. Donc, en fait, le caractère essentiel du droit naturel devrait et l'exclure logiquement du domaine du droit. Mais pour autant, si l'on regarde bien, tous les droits candidats que j'ai cités au début, au droit naturel, sont malgré tout susceptibles de remplir ces critères, parce qu'après tout, la liberté, la subsistance, la sûreté peuvent être attribuées par autrui, supposer une reconnaissance et le respect. Ils seraient donc éligibles au droit, feraient l'objet d'une relation contractuelle et pourraient faire l'objet de lois. Tout cela serait possible. Il suffirait de les accueillir dans le droit positif. L'affaire est donc réglée, mais pas forcément, parce qu'on oublie une corollaire importante du droit positif, pardon. Tout droit, c'est-à-dire l'instauration d'une contrainte en échange d'un accommodement facilitateur, tout droit, suppose une soumission au dit droit. Et c'est là que le bât blesse. Personne doté d'un esprit sain ne veut soumettre ce qu'il considère comme vital pour lui-même à la loi et au droit positif. Personne ne veut prendre le risque que son existence soit rendue illégale du jour au lendemain. Personne ne veut jouer ses libertés à la loterie des lois versatiles. On parle bien des existences ex nihilo, des libertés ex nihilo. On parle de décisions légales qui disposeraient sans condition de la vie des individus, d'enfermement et de mise à mort sans qu'aucune transgression ne les ait justifiées. C'est ça le grand problème. Donc, on a voulu résumer le droit naturel à tout ce qui est impossible d'interdire ou tout ce qui est impossible de garantir légalement. On a discuté et évoqué entre nous. Mais en se référant à ce qui vient d'être dit, on parvient à une autre conclusion. Le droit naturel circonscrit tout ce qu'un citoyen refuse de soumettre à la loi. Voilà, il y a trois remarques, deux mineures, enfin circonstancielles, et une qui nous entraîne plus loin. La première, c'est d'abord un droit naturel souscrivant à cette définition. Donc le droit naturel circonscrit tout ce qu'un citoyen refuse de soumettre à la loi. Cette définition rend le droit naturel cesse d'être invariant. Effectivement, les capacités des citoyens à concevoir leur propre autonomie vis-à-vis de la loi varient selon les époques et les cultures. On comprend là la distorsion souvent constatée entre le postulat d'invariance du droit naturel et la fluctuation des lois naturelles qu'on y intègre ou pas. Deuxième petite remarque, on peut d'autre part concevoir que l'adjectif naturel se rapporte plutôt à l'autonomie que l'individu ambitionne d'avoir vis-à-vis de la loi. Par naturel, on entend la viabilité au sein de son environnement, indépendamment des institutions. Le souci d'échapper à l'accumulation des contraintes et des devoirs. C'est ça la notion de naturel, on pourrait l'expliquer comme ça. Mais là, c'est un commentaire. Je reviens quand même, donc, troisième remarque, qui est importante. Le droit naturel circonscrit tout ce qu'un citoyen refuse de soumettre à la loi. Je le répète. Le paradoxe essentiel dans la promotion d'un droit naturel est qu'à travers lui, on veut se garantir un sanctuaire, vie, intégrité corporelle, sûreté, liberté, etc., sans que ce sanctuaire soit atteignable légalement. On veut que ce sanctuaire ait valeur légale sans qu'il ne relève de la loi. Il y a là une contradiction irréductible et insoluble, ce qui conduit à conclure que nous ne parlons sans doute pas de droit, au sens légalisable du terme, mais de besoins, d'objectifs, de souhaits, de désirs, d'aspirations, le tout à protéger dans un sanctuaire. Certains négocient ce paradoxe en changeant de terminologie. Ils parlent alors de loi naturelle. Mais ce contournement sémantique est-il satisfaisant?
Par honnêteté intellectuelle, il est temps de parler de toutes les lois naturelles. La loi du plus fort, l'accaparement et la prédation, l'ambition et la reconnaissance égotique, la volonté de pouvoir, etc. Ces instincts figurent tout autant, sinon plus encore, dans les inclinaisons de la nature humaine. Alors pourquoi les répudier hors de ce sanctuaire dit naturel? Le droit naturel, extraction immémoriable de la nature humaine et de son ordonnance primitive et associétale, doit nécessairement se conjuguer quelque part entre les nobles et les bas instincts. Il serait légitime de reconnaître le prédateur en tout homme tout en lui réservant le droit de vivre. Il serait légitime de reconnaître qu'il existe des dominants et des dominés tout en aménageant les libertés relatives de chacun. La nature nous a fait aussi envieux, jaloux, libidineux, sujets aux frustrations. À partir des lois naturelles, on pourrait légitimer le vol, la convoitise, le viol, le meurtre. Après tout, ce sont toujours des lois naturelles. Donc on pourrait s'en servir pour justifier tout ça. Mais le droit naturel ne retient que le bon, le bien, le gentil, l'altruiste. Dans une entourloupe partiale, insincère et mensongère, il faut le constater. On ne veut pas parler des lois naturelles qui sont du côté obscur. Par ce tri artificiel et idéologique, en déniant ces évidences de fait, les tenants du droit naturel s'érigent contre la nature elle-même, et la nature humaine en particulier, à moins qu'ils y convient tous les aspects, les pires et les meilleurs et les pires, des inclinaisons naturelles de l'homme. Sinon, en fin de compte, nous avons affaire à un prêche partial et angélique. Ça semble tourner au vinaigre pour le droit naturel. Mais la résolution que je conçois, je vous la propose, ça s'appelle le tragique. Rousseau préjuge que l'homme est bon et que la société le pervertit. Hobbes part de l'hypothèse inverse. Comme aucun des deux et aucun de leurs confrères philosophes n'a disposé d'un homme sauvage sous la main, pour satisfaire aux conditions expérimentales nécessaires, nous n'arbitrerons pas ce débat. On observe malgré tout que les tenants du droit naturel penchent plutôt pour la version rousseauiste, en référence à tout ce que je viens de dire sur le tri des droits naturels. Quoi qu'il en soit, les pistes exposant la bonté intrinsèque de l'homme sont nombreuses. Certains se réfèrent à une extension comportementale de l'amour maternel, puis paternel, et enfin au reste de la communauté. D'autres arguent de la nécessité, mieux vaut s'accorder avec ses voisins. De l'intérêt, mieux vaut des serviteurs en bonne santé. Ou de l'utilité, on l'a vu avec l'utilitarisme Bentham. Enfin, des récentes découvertes en neuropsychologie attestent de l'existence de neurones miroirs et de gènes de l'empathie. Donc, grosso modo, il y a des bases pour dire que l'homme a une bonté intrinsèque. Bon, ça mérite tout un laïus beaucoup plus important, mais voilà les quelques éléments. On remarque qu'il est superflu de démontrer le côté obscur de l'homme tant il est incontestable. Mais ça, c'est une boutade. Voilà, je passe. Mais une façon de résoudre cette problématique est de convoquer le tragique. La nature humaine est ambivalente, il faut l'admettre. La ligne que tentent d'inscrire inlassablement les partisans du droit naturel et de sa prise en compte par la société en vis-à-vis du droit positif est le théâtre du tragique. Cette ligne, au gré des époques et des cultures, avance et recule. Telle loi sera non négociable, tandis que telle autre sera concédée à l'institution légale. La peine de mort sera tolérée sous les empires totalitaires ou comprise par intérêt existentiel, tandis qu'elle sera non négociable dans d'autres sociétés. Le droit à disposer de son corps sera sanctuarisé ici, mais sera ailleurs confié aux sages de la tribu ou à l'OMS. Le sacrifice humain sera pratiqué par tel peuple et sera interdit par un autre. Il fut des époques pas si lointaines où la virginité au mariage était si évidente qu'elle s'assimilait à un droit naturel et où les filles mères étaient mises à mort. On peut tout à fait promouvoir le droit naturel, mais il faut le promouvoir en connaissance de cause. C'est cette clairvoyance qui pourra le valider.
La ligne qui sépare le droit naturel du droit positif est le théâtre du tragique. La ligne rouge où s'épanche le sang de nos sociétés. Le droit positif habilite et met en œuvre les contraintes que les citoyens ont acceptées. Le droit naturel s'oppose aux contraintes que les citoyens ont refusées. Le droit positif compile les règles négociables. Le droit naturel délimite ce qui n'est pas négociable. Mais on aurait tort de penser que cette dichotomie soit figée. Elle est en perpétuelle évolution. La force qui fait bouger cette ligne s'appelle la morale. Qu'elle soit simple injonction ou bien, ou précepte religieux, la morale préjuge du bon et du juste. Elle préside à la sanctuarisation des lois naturelles, tout en prétendant inspirer aussi le droit positif. Elle est l'incarnation du tragique. Dans l'enceinte du droit naturel, la morale sanctuarise le bien au nom d'un état naturel, tout en réprimant la nature humaine. Dans l'enceinte du droit positif, la morale souffle le juste au nom des lois originelles, tout en compromettant le pragmatisme nécessaire à la justice. Droit d'Éden empreint de compassion versus justice aveugle guidée par l'impartialité, émotion versus pragmatisme, justesse versus justice, on peut voir beaucoup de dualité. La morale est Tartuffe au tribunal, que l'on reconvoque aussitôt après l'avoir congédié. C'est en ces lieux que la bataille fait rage. La clairvoyance vaut tout autant pour les juristes chevronnés, les tenants du droit positif. Il faut qu'ils admettent que le droit positif est écrit par les hommes et qu'en conséquence, il se fonde tout autant sur les bases rationnelles que religieuses. Conçu par des esprits traversés par une histoire et une culture, bercés par des victoires ou hantés par des massacres, par des succès économiques ou de mauvaises récoltes. Les sentences et les droits seront alors émis en écho de valeurs judéo-chrétiennes, animistes, musulmanes, shintoïstes, communistes ou libérales. Le juste et le bon seront différents ici ou là, tout autant que le pragmatisme et la rigueur. La morale en différera de même et le tragique se jouera des âmes autant que des rationalités. Voilà ce qui est important pour cette dualité et ce positionnement. J'ai une dernière petite page, je suis un peu long peut-être, sur deux aspects que je n'ai pas pu illustrer dans cet écrit. C'est au sujet de la force nécessaire et de la démocratie. Une dernière page donc. La mise en œuvre du droit nécessite une force dite légale. Le droit positif étant censé imprimer un cadre contraignant à une population, la chose est évidente. L'affaire est réglée. Pour le droit naturel, se révélant être une agrégation de lois naturelles, pourrait implicitement se contenter d'être sans appel à une force coercitive. Or, la nécessité de sanctuariser ces lois semble indiquer le contraire. Garantir la vie, la subsistance et les libertés fondamentales, etc., n'est pas aussi immanent que le sont prétendument ces mêmes lois. Donc, nous assistons à nouveau à la manifestation d'un paradoxe. Les lois naturelles astreintes à faire appel à la force seraient mécaniquement incluses dans le corpus des lois. Elles entreraient donc dans le droit positif, ce qui les propulserait dans le domaine légal, donc versatile, ce qui les rendrait sujettes à remise en cause. Donc, nous aboutissons là encore à tout ce que veulent éviter les tenants du droit naturel, c'est-à-dire compromettre le sanctuaire. L'affaire est en l'état insoluble. Dernière réflexion sur la démocratie. Cette absence de garantie par la force ou par la loi entraîne une autre conséquence. Certains présument que le droit naturel ou loi naturelle serait le vecteur fondamental des sociétés démocratiques. On peut s'accorder effectivement qu'en soi, les valeurs de vie, de sécurité, de liberté, etc. sont de bonnes bases pour qu'advienne un espace démocratique favorable. Mais on observera qu'il est hasardeux de s'en remettre à des préceptes si peu et si mal garantis pour édifier cette société radieuse.
Hein, on vient de voir que voilà, c'est pas vendu, c'est pas du tout garanti cette histoire de droit naturel puisqu'ils ne peuvent pas accéder et être soutenus par la force. D'autre part, on peut tout à fait imaginer une société heureuse régie par un gentil roi et une société terrifiante gérée par une troupe de mafieux légalement élus. Oui, oui, c'est possible. Eh oui, hélas. Et ce ne sera pas les dictions dans les livres de loi, de droit, de loi naturelle et universelle qui arrêtera ces derniers, si elles ne sont pas garanties par la force. Et garanties par quelle force? Celle des mafieux? En droit, comme en toute chose, ce qui n'est pas garanti ne vaut rien. Et les 5 dernières lignes de conclusion. Le droit positif et le droit naturel se complètent et gagneraient à reconnaître leur imbrication intime et conflictuelle. L'un est un cheval de trait, l'autre une licorne. Se priver de l'un, c'est se priver de subsistance. Se priver de l'autre, c'est renoncer au rêve ou à l'élévation. Lequel est le plus important? À chacun de choisir ou pas. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé qui, voilà, est peut-être un peu dense, mais voilà, j'ai livré mon travail. Merci beaucoup Jean-Charles pour ce travail justement. Et je propose donc un premier tour de réaction. Qui est-ce qui veut commencer? Christian? Luc? Christian, veux-tu commencer? Oui, oui, oui. Alors, bon, merci pour cet exposé de grande qualité, brillant, de la part de Jean-Charles, que je qualifierais plutôt d'exposé littéraire ou philosophique, plutôt qu'exposé juridique. Alors, je regrette que cet exposé parte, à mon avis, bien entendu, hein, d'un mauvais pied. C'est-à-dire qu'il, sous l'objectif annoncé de faire la clarté sur ce qu'est le droit, il rentre de plein pied, à mon avis, hein, dans ce que j'ai pointé, j'ai dénoncé, qui est la confusion entre le droit et le droit A. Puisque Jean-Charles commence son exposé en disant qu'est-ce que c'est qu'avoir un droit, hein, et il dit c'est interactif, pour avoir un droit, il faut que quelqu'un vous donne ce droit. Bon, alors, moi j'ai exposé exactement tout le contraire, dire qu'avoir un droit, ça n'existe pas. Il n'existe pas avoir un droit. Effectivement, il y a une confusion sémantique entre le mot droit, et ça, Jean-Charles l'a bien repris, le mot droit qui désigne l'ensemble du corpus juridique, donc les lois, et puis le droit, ce fameux droit, j'ai le droit de. Bon. Et le droit A, comment ça se traduit? Ça se traduit par il n'y a pas de loi qui m'interdise de faire cela. Parce que le droit A, il est, je dis, c'est la base. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de civilisation, s'il n'y a pas de collectivité qui commence à écrire les règles de la vie en commun, le droit A, il est total. J'ai le droit de tout faire. Et les lois, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent limiter la possibilité de faire telle ou telle chose. Donc, et comme par contre, l'a bien repris Jean-Charles, et là il me semble qu'il y a une contradiction entre ce qu'il a dit en premier et ce qu'il a dit en second, il a dit le droit positif, celui qui est écrit, le corpus législatif, il énonce des interdictions et des obligations. Bon, donc il restreint la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est le droit A, le droit de tout faire. Bon, donc on pourrait s'éterniser là-dessus parce que c'est pour moi fondamental de toute la confusion qui existe dans l'esprit commun sur l'ensemble du corpus juridique et ce qu'il doit en fait réglementer. Alors, j'ai relevé certaines choses qu'a dit Jean-Charles, sur lesquelles je souhaiterais réagir. Jean-Charles dit l'objectif du droit, c'est d'instaurer un statu quo. Alors, là encore, je ne suis pas d'accord. L'objectif du droit, c'est de limiter la liberté des individus pour l'intérêt, et là on retombe dans l'utilitarisme, hein, pour l'intérêt de celui qui écrit le droit. Voilà. Afin de faciliter mes affaires et celles de mon clan, j'écris des règles qui vont limiter la liberté des autres. Ce n'est pas du tout établir un statu quo.
Euh, alors, le droit repousse l'esprit de nature. Oui, tout à fait. Alors là, tout à fait d'accord. Le droit, c'est voilà, la nature, on n'en parle plus. Maintenant, c'est nous qui écrivons ce que nous devons faire. Et, alors, au bout d'un moment, en écoutant Jean-Charles, je me disais, où est-ce qu'on va arriver à une définition du droit naturel? Christian, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que Oui. tu peux revenir sur ce que tu viens de dire sur la distinction sur le statu quo dont tu as parlé? J'ai pas compris la différence que tu faisais, que tu dis que tu n'es pas d'accord, puis après j'ai pas compris. Oui, Si tu peux réexpliquer, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors peut-être que j'ai mal compris ce qu'a dit Jean-Charles, mais il réagira là-dessus après. Jean-Charles a dit l'objectif de droit, finalement, c'est d'instaurer un statu quo entre les hommes. C'est une résultante, on va dire. Oui. Oui. Bon, alors moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. L'objectif du droit, hein, c'est le droit étant écrit par les vainqueurs et par les plus forts, c'est de restreindre la liberté des autres, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au droit, la majorité, la multitude, afin de pouvoir faciliter les affaires de ceux qui écrivent le droit. Donc ce n'est pas du tout instaurer un statut quo. Parce que le droit, il est subi, il est rarement accepté. Bon, d'après ma façon de voir les choses. Alors, je disais ensuite que j'attendais, en écoutant avec intérêt l'exposé de Jean-Charles, qu'on arrive à une définition du droit naturel. Qu'est-ce que c'est que le droit naturel? Alors, je dois dire que il nous dit le droit naturel, c'est tout ce que le citoyen refuse de soumettre à la loi. Il a parlé de sanctuaire. Une autre façon de le dire, plus loin, c'est le droit naturel s'oppose aux contraintes que le droit positif a établies. Bon, alors là aussi, je m'inscris en faux. Je pense que c'est pas du tout, c'est exactement le contraire. C'est que le droit naturel, c'est tout ce que le citoyen refuse de soumettre à la loi. Je dirais non. Le droit naturel, c'est tout ce que les tenants du droit naturel voudraient voir inscrit à l'intérieur du droit positif. Bon, voilà. Alors, tout ça, ça m'amène un petit peu à la conclusion, enfin la conclusion, c'est-à-dire l'observation. En voyant tous les commentateurs du droit naturel, aussi bien les zélateurs que les contempteurs, ne pas arriver finalement à définir le contenu du droit naturel, moi j'en suis venu petit à petit à me dire que le droit naturel c'est une idée. Et au sens platonicien. C'est d'abord un concept plus qu'un contenu, parce que lorsque on énumère, d'ailleurs on n'arrive pas à définir un principe du droit naturel, un principe qui va pouvoir, si on le décline, tout de suite nous donner le contenu. Et on fait un petit peu comme le dictionnaire, lorsqu'il ne sait pas conceptualiser un terme, on fait une énumération. Alors on dit, le droit naturel, c'est la liberté, c'est la propriété, c'est la résistance à l'oppression, c'est la sûreté, etc. etc. Bon, c'est pas un principe, c'est une énumération. C'est justement l'aveu de l'impossibilité de définir de façon conceptuelle cette idée. Donc bon, le droit naturel, c'est une idée, mais c'est une idée qu'on n'arrive pas à définir. Donc c'est encore plus compliqué que ça. Alors, ensuite, j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé, je dirais, d'un point de vue de l'affect littéraire, cette trouvaille, à mon sens, de Jean-Charles, la dualité entre le droit positif et le droit naturel, c'est le tragique. Cette dualité, elle est tragique. Alors, oui, je pense qu'il y a un côté tragique. Là, on n'est plus dans, disons, la phraséologie juridique, on est dans la phraséologie philosophique. C'est vrai que cette impossibilité de... Il a bien expliqué la contradiction si on veut mettre le droit naturel en musique avec une force, moi je préfère dire une violence légale qu'une force légale, eh bien, bon, c'est contradictoire, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose de tragique là-dedans. Et moi, ce que je trouve le plus tragique, c'est que les zélateurs du droit naturel n'arrivent ni à le conceptualiser, ni même à l'énoncer. Voilà. Bon.
Alors ensuite, bon, juste pour terminer, je mettrai un petit bémol, enfin disons un gros bémol, sur la relation qu'a vue apparemment Jean-Charles entre le droit naturel et la démocratie. Je ne la vois pas personnellement, à savoir que ce n'est pas le contenu de la loi. C'est-à-dire, s'il y avait dans la loi du droit naturel, on aurait plus de démocratie. En gros, c'est ce que j'ai compris. Bon, c'est pas dans le contenu de la loi qu'on fait la démocratie. La démocratie, c'est la façon de faire la loi. C'est pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça en est terminé pour l'instant. Merci Christian. Luc, à ton tour. Merci, merci à vous deux. Merci surtout à Jean-Charles de son exposé de grande qualité qui met bien en perspective le droit naturel, la position du droit positif, même si effectivement au final il ne conclut pas, il ne tranche pas, il laisse. Oui. Enfin, moi j'ai mon opinion, mais j'ai quand même essayé de me tenir à mi-distance. Voilà. Bien que quand même dans mi-distance, il y a un petit côté où personnellement je bascule. Mais bon, voilà. D'accord. Moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de sources de problèmes provient du fait que l'on emploie le terme droit naturel. Pour moi, c'est un terme impropre. On ne devrait pas parler de droit naturel. Malheureusement, dans le langage usuel des philosophes, etc., c'est le terme que l'on emploie. Et ce n'est pas un droit. C'est effectivement pas du droit, du domaine du droit. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que Simone Weil, la philosophe 1909-1943, distingue bien par un autre mot, elle utilise le mot d'obligation, que dans le reste de cet exposé, j'utiliserai de cette façon-là, hein, obligation ou besoin. Besoin de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que et là, j'ai bien beaucoup aimé ta distinction quand tu parles de devoir. Effectivement, en fait, il faudrait distinguer. Il faudrait presque ne plus utiliser le mot droit du tout, puisqu'il est polysémique et avec des sens complètement opposés. Mais il faudrait parler de devoir. Et là, il n'y a pas de doute tellement sur la notion de devoir. On voit bien que c'est les devoirs du citoyen vis-à-vis de la société. Et les obligations qui sont dans l'autre sens. C'est les obligations de la société envers ses membres. Et voilà toute la problématique de l'emploi de ce mot droit. Et donc, si on parle de devoir, bah, on sait bien que c'est les devoirs de la personne. Et par contre, moi, c'est souvent comme ça que j'utilise maintenant le terme obligation. C'est les obligations de la société envers ses membres. Et c'est là que la notion de contrat social peut prendre tout son sens, puisque c'est, dans un sens, on a effectivement, comme tu le dis, il y a quand même une interaction, hein, c'est-à-dire que en supposant cette histoire d'homme à état de nature, qui pour moi, qui suis un tenant du droit naturel, est une fiction, ça n'existe pas. L'homme est à la fois naturel et artificiel, et c'est une coévolution. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, si vous voulez, quoi, hein, qui est né en premier, ça n'a pas de sens. Donc, c'est cette confusion. Et à partir de ce moment-là, la notion de contrat, elle devient claire. La notion de contrat social devient tout à fait claire, puisqu'il y a dans un sens des obligations, dans l'autre sens des devoirs, et là, on est très clair sur ce dont on parle et sur le contrat dont il est question. Alors, sur l'expression, sur la question de l'expression du droit naturel. Bon, avant ça, je vais quand même faire une petite... je vais remercier Jean-Charles sur la façon dont il a absolument démoli l'utilitarisme, qui est effectivement une vaste entourloupe en réalité pour vendre l'égoïsme en réalité. Hein. Je pense qu'il faut pas... faut appeler un chat, et c'est réellement cela. Donc je reviens à ce que je disais sur l'expression du droit naturel. Il
Parce que Christian nous dit notamment, bah, on n'arrive pas à le définir, et puis on n'arrive pas à l'exprimer. Et il nous dit même que les tenants du droit naturel sont ceux qui veulent l'inscrire dans le droit positif, le droit naturel. Alors là, je m'inscris déjà en faux factuellement, puisqu'il y a plein de tenants du droit naturel qui ne sont pas pour l'inscrire dans le droit, puisqu'il l'a quasiment jamais été. En commençant par Aristote, qui est un de ceux qui en a parlé parmi les premiers. Dans son esprit, il n'était pas question de l'exprimer. Cette expression, en définitive, et même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on voit bien que l'expression, elle est extrêmement légère, c'est même pas une esquisse, je dirais, c'est quasiment rien. Moi, je reviens toujours à ça, hein. C'est cette volonté d'exprimer le droit naturel, parce qu'on en ressent le besoin. C'est une idée qui vient du XXe siècle, hein, pour moi. Hein. Je reviens à Simone Veil, mais on pourrait parler de la pyramide de Maslow également, je cite également Manfred McNiff, hein, sur les besoins justement qu'on retrouve dans différentes sociétés, y compris extrêmement diverses, et qui se recoupent en très grande partie. Donc, cette expression est quelque chose d'assez récent et quelque chose, je dirais même, quasiment de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, c'est pas du tout récent. C'est pas du tout ancien, par contre. Donc là, c'est juste factuellement ainsi. Et je dirais même que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de l'exprimer de la façon la plus juste possible, justement parce que c'est quelque chose qui est quand même qui doit être extrêmement stable, qui, justement, c'est l'expression de besoin, c'est le cahier des charges du citoyen vis-à-vis de la société. Donc c'est extrêmement important, ça ne change pas toutes les 2 minutes, puisque c'est censé correspondre à ses besoins fondamentaux. Alors, ces besoins fondamentaux, comme dit Christian, c'est bien gentil, mais on n'arrive pas à dégager un concept. Alors, le concept, bah, j'invite Christian à lire l'enracinement de Simone Veil, hein, justement, où le concept d'obligation est défini. Donc, qui est justement, c'est en correspondance avec cette notion de droit naturel, et elle en donne, pour moi, c'est le premier auteur qui en donne vraiment une liste qui se veut exhaustive de ces droits naturels, en les définissant, en disant ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'égalité, etc. Le droit d'expression, etc. Donc et en définissant au préalable, justement, la différence entre obligation, droit, etc. Voilà. Donc déjà, des gens qui ont exposé le concept, il y en a. Et il y a des travaux, qui me semblent effectivement assez récents, en plus des travaux de chercheurs français, qui parlent qui, moi, font complètement écho à cette notion de droit naturel, mot impropre, expression impropre, je le répète, qui serait en définitive, c'est le contrat par-delà les générations. Hein, ils arrivent à cette définition-là. Je n'ai pas la phrase là, je vous la citerai certainement dans un autre exposé, peut-être que j'aurai l'occasion de faire sur le droit naturel, pour peut-être vous donner aussi ma vision, comme vient de le faire Jean-Charles. Justement, c'est ce contrat intemporel non écrit entre les générations qui est le concept derrière le droit naturel. Voilà, bon, je vais arrêter là, j'aurais quelques petites autres choses à dire, mais ce n'est peut-être pas forcément... J'ai déjà été assez long comme ça. Merci beaucoup, Luc. Je renouvelle mes remerciements à Jean-Charles pour sa présentation très touffue. Et remercie Christian et Luc pour leurs commentaires là-dessus. Et donc, à mon tour, alors, je vois que Christian et Jean-Charles partagent la même définition, me semble-t-il, même s'il y a eu peut-être une petite incompréhension. Bref, sur le droit, qui serait donc en fait interdiction et obligation. Et je ne partage pas cette idée parce que
de mon point de vue, le droit, c'est certes des interdictions, des obligations, mais c'est aussi des droits à pouvoir faire quelque chose, des droits de quelque chose, bref, la liberté, le droit d'expression, etc. Donc, suivant comment on comprend le terme droit, ça change par la suite la pensée sur le droit positif, le droit naturel, etc., etc. Donc, de mon point de vue, le droit, c'est certes des interdictions, certes des obligations, mais ce sont aussi des libertés. Donc ici, on a un point de vue de différence. Il me semble, Jean-Charles, que tu disais que Bentham fait le lien entre utilité et bien. Le bien, c'est l'utilité, l'utilité, c'est le bien. J'aime bien l'idée, parce que je suis très attaché à l'utilité des choses, dans le sens de bon fonctionnement, mais justement, il faut s'entendre, qu'est-ce qu'on entend par utilité? Parce que pour un État totalitaire, l'utilité, c'est de bien dresser les gens et de bien les... Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par utilité? Si effectivement, c'est ce que je pense, sans connaître la pensée de Bentham, il y a un lien entre bien et utilité, c'est-à-dire que l'utilité et l'organisation et l'outil qui amène au bien, là je suis d'accord, mais il faut s'entendre sur ce terme. Il me semble aussi, Jean-Charles, que tu disais que le droit positif devrait en réalité être appelé le devoir objectif ou concret. Ouais. Ok, c'est intéressant parce que ça rejoint ça rejoint la notion de devoir, peut-être de devoir. Qu'est-ce que disait Luc? De la société envers l'individu, c'est ça? C'est la société qui a des devoirs envers les individus? Des obligations. Voilà, c'est le contraire. Les devoirs, c'est dans le sens, tu as un devoir vis-à-vis de la société. Donc, le droit, ça serait la façon de l'exprimer, ça serait justement le droit, la loi, hein, en définitive. Bref. Dans l'autre sens, okay, c'est ce que j'appelle des obligations, des besoins, qui expriment les besoins. Le terme besoin est plus simple parce qu'il est pas ambivalent, quoi. D'accord, d'accord. Ok, j'ai fait un rapprochement qui n'existait pas. Donc, Jean-Charles propose de renommer le droit positif en devoir objectif ou concret. C'est intéressant. Devoir, oui, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est effectivement objectif et concret. Contrairement, si on veut, contrairement au droit naturel qui là plutôt c'est pas concret. Bref. Donc justement, le droit naturel, tu rappelais que c'était les besoins de base, et puis d'autres concepts tels que la liberté, le droit à l'opposition, la liberté d'expression, etc. Et tu disais que c'était flou. Effectivement, c'est l'une des problématiques, c'est-à-dire que à travers les âges, et j'ai pas bien compris ce que voulu dire Luc, si c'est le droit naturel est un concept de la dernière moitié du XXe siècle, je sais pas si c'est ce que tu as voulu dire. Moi, il me semble que c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais la problème... Oui, pardon, Luc, vas-y. Alors, non, le droit naturel remonte, enfin, pour ce que j'en connais, au moins à Aristote, au moins. Et par contre, son expression, c'est-à-dire le droit naturel, c'est tel concept quelque part, Aristote le définit à sa façon, mais justement, ça reste un concept plus ou moins bien exprimé selon question. Mais son expression au sens, le droit naturel, c'est la liberté. Et la liberté, ça veut dire ça. C'est l'égalité. Et l'égalité, ça veut dire ça, etc., etc. C'est-à-dire de façon exhaustive, d'en faire la liste, d'en dresser vraiment une expression. D'accord, d'accord. Alors, bon, malgré tout, il me semble qu'au travers des âges, le droit naturel a été défini plus ou moins bien, mais il me semble que maintenant, on peut le circonscrire à une définition qui est, je suis allé la chercher sur Internet, le droit naturel est l'ensemble des droits, après il faut s'entendre sur droit encore une fois, mais que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité. C'est ça, donc c'est philosophique, c'est conceptuel, je l'entends bien, et non pas par la société dans laquelle il vit. C'est complètement indépendant. Donc il peut y avoir un droit positif, mais selon les justes naturalistes, c'est-à-dire les défenseurs du droit naturel, le droit naturel, peu importe qui ait un droit positif et quel soit ce droit positif, bon ou mauvais ou peu importe, il y a de toute façon un droit naturel reconnu ou pas. Bien sûr, nous souhaitons qu'il soit reconnu. Donc il y a quand même une définition de ce qu'est le droit naturel. Après, la difficulté au travers les âges
peut-être jusqu'à Simone Veil, c'est de le, le définir, pas de le définir, mais de les énoncer de façon exhaustive. Là, la difficulté. Et peut-être que Simone Veil, enfin, donne la piste, parce qu'on est d'accord sur le droit à la vie, la liberté, etc. Mais après, il faut se dire qu'est-ce que c'est que la liberté, etc., etc. Mais je pense non seulement que le concept a été défini, ensemble de droits non, le droit naturel est l'ensemble des droits de chaque individu que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité. Ça, c'est l'idée, c'est le concept. Et puis ensuite, le contenu. Eh bien, voyons voir ce que dit Luc, ce que rappelle Luc, ce que propose Simone Veil pour savoir exactement ce qu'on entend par là. Après, dans ce que a dit Jean-Charles, si je t'ai bien compris, mais après c'est ton tour de parole pour corriger un peu ou prolonger ce que l'on dit, il me semble que tu t'interroges, et c'est une grande question philosophique, sur la nature humaine. Parce que donc tu as rappelé Rousseau, la nature humaine est positive, enfin bonne, et Hobbes, c'est le contraire, elle est négative, etc. Et toi, tu dis qu'elle est ambivalente. Parce que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que la nature humaine, le droit naturel, ce sont plutôt des lois naturelles, et que dans les lois naturelles, tu mets certaines violences, enfin, la volonté de tuer, ou de voler, ou de ceci, ou de cela. Je pense que là, tu fais une confusion de mon point de vue. Là, ce sont des travers humains, mais ce ne sont pas des lois naturelles de mon point de vue, et encore moins des droits naturels. Là, de mon point de vue, ce sont des choses bien distinctes. Mais du coup, en tout cas, tu en arrives à la conclusion que la nature humaine est ambivalente, parce que l'humain peut faire le bien et le mal. Et là, je ne suis pas forcément en désaccord, même si, pour des raisons spirituelles, mais on ne va pas rentrer là-dedans, moi je pense que la nature humaine est bonne, par nature, mais ensuite, dans l'incarnation, bref, je ne rentre pas là-dedans, c'est un autre sujet un peu plus compliqué. Mais ça m'interroge quand même sur la notion de mal. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'est le mal. Est-ce que le mal, est-ce que ce qu'on appelle le mal, c'est d'une part l'instinct, et l'instinct peut nous pousser à faire, à voler quelque chose parce qu'on en a besoin, ou même envie, enfin, et puis à tuer, etc., etc. Et puis aussi, d'une façon un peu plus moderne dans le sens où aujourd'hui, normalement, on a éloigné la violence instinctive, animale, etc. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais bref. Mais du coup, une des négativités de ce qu'on pourrait mettre dans le mal, ce serait l'égoïsme, parce que être égoïsme, ça entraîne des conséquences néfastes. Donc, est-ce que ce qu'on appelle le mal, c'est à la fois certains instincts négatifs, pas tous les instincts sont négatifs, mais certains, peut-être, enfin, entraînent des conséquences négatives, et puis peut-être une forme d'égoïsme, d'individualisme, etc. Je ne sais pas, je m'interroge. Mais du coup, le mal, qu'est-ce que c'est? Ensuite, tu as parlé de morale, et tu disais qu'en réalité, la clé, c'est dans la morale, la clé entre droit naturel, droit positif, etc. Et alors, de mon point de vue, droit naturel et moral, c'est relativement proche, mais c'est vrai que je n'ai pas suffisamment réfléchi à la question. Je suis intéressé par ce que tu dis, mais peut-être que certains pourraient critiquer en disant que la morale aussi est variable selon les époques, etc. C'est ce que je dis, oui. Ouais. Ben oui, mais... Ouais, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est pas quelque chose de suffisamment stable et solide pour pouvoir construire à la fois le droit positif et le droit... Exactement ce que je dis, oui. Une dernière chose, en réponse à Christian, mais Jean-Charles, tu vas répondre aussi là-dessus, j'imagine. Christian, tu disais que tu étais en désaccord quand Jean-Charles dit que le droit... Ah oui, non, j'ai un autre truc à dire. Le droit positif, c'était en réalité pour instituer un statu quo, et toi, tu n'es pas d'accord là-dessus, mais la définition du statu quo, c'est état des choses actuelles, état des choses telles qu'elles sont maintenant. C'est ça le statu quo. Donc, oui, le droit, c'est un peu pour figer une situation enfin, ça peut être le droit positif pour figer une situation telle qu'elle est et l'empêcher de... Là, on est sous repousser le chaos. Repousser le chaos. Voilà. Et pas nécessairement le chaos, parce que... Enfin, bref. Là, on est sous une domination bourgeoise. Donc, c'est un droit bourgeois
et le droit bourgeois ne veut pas et fait tout pour pas que, par exemple, le petit peuple puisse renverser la donne, etc. Donc c'est bien un statu quo. Donc je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jean-Charles là-dessus. Et dernière chose que j'ai oubliée. Alors, ta conclusion, Jean-Charles, si je t'ai bien compris, c'est que, alors tu es critique du droit naturel, malgré tout, tu peux l'envisager, enfin, entendre que certains l'envisagent, et il me semble que tu es donc plutôt un positiviste, un défenseur du droit positif, qui lui est concret, etc. Mais tu dis quand même que les deux doivent s'articuler, et peut-être que l'une des clés, c'est la morale. Attention, il me semble que dans ta présentation, dans ta réflexion, tu fais surtout référence au droit positif occidental français ou européen. Alors que, je l'ai dit dans ma présentation sur le droit naturel, attention, en Corée du Nord, c'est un peu l'exemple bateau, mais en Corée du Nord, il y a un droit positif, tu vois. Donc le droit positif, c'est aussi on pourrait dire même les nazis avaient un droit positif, tu vois. Donc, Tout à fait. le droit positif, c'est pas forcément quelque chose de... Ce sont juste entre guillemets, des règles arbitraires. À ce moment-là, à cette époque-là, tel puissant a dit, c'est comme ça, le droit, c'est ça, quoi, tu vois. Voilà, j'en ai terminé. Alors, justement, là, tu termines sur une objection, justement, que je voulais faire. Ce que tu viens de dire sur le droit positif, je le dis sur le droit naturel. Parce que, en fait, ma thèse, c'est de dire que le droit naturel est variant. Il n'est pas invariant comme le suppose, et c'est d'ailleurs une épine dans le pied des tenants du droit naturel, c'est de se cramponner à cette invariance. Au contraire, le droit naturel, oui, enfin peut-être que certains ne le font pas, hein, on est d'accord. Mais on commencer par Aristote quand même, hein, qui est quand même celui il en a parlé justement de la variabilité du droit naturel. Voilà, ouais. Et donc c'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a pas exprimé justement. Alors, et justement, le droit naturel varie ma thèse, c'est de dire que c'est la morale qui fait varier les limites du droit naturel. Le droit positif, évidemment, je n'ai pas cessé de le dire pendant tout l'écrit, qu'il est variant sous la démocratie, sous un totalitarisme. Je parlais du chaos et du non-chaos. Le non-chaos, c'est pas forcément quelque chose, un statu quo bénéfique. Ça peut être un statu quo totalitaire et oppressif. Mais ça reste un non-chaos. Donc voilà. Mais le droit naturel, vas-y. Non, juste. Donc, est-ce que pour bien comprendre ta pensée, tu qualifierais la société nord-coréenne, on prend cet exemple bateau, hein, il faudrait dire des choses un peu, mais bon, on prend cet exemple bateau. Tu considères que la société nord-coréenne n'est pas chaotique, même si elle n'est pas idéale. C'est ça que tu dis? Ah bah oui, bien sûr, puisqu'il y a une espèce de stabilité. Tu peux sortir dans la rue, aller acheter je sais pas ce qu'ils achètent, pas leur pain, mais enfin voilà, tu peux vivre malgré tout sans. Mais c'est pas un chaos. Un chaos, c'est lorsque les gens sont tués dans la rue comme ça, n'importe comment et pour n'importe quelle raison et sans règles. Donc, il y a des règles. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit naturel, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est que à la fin du texte, je l'ai pas suffisamment souligné, mais ça devrait être quelque chose d'international, de valable dans toutes les sociétés. Si le droit naturel est si fondamental que ça, et s'il est enraciné d'une façon si stable que ça dans la nature humaine, on devrait retrouver le même droit naturel dans toutes les sociétés. Et je l'ai un petit peu, sans le souligner expressément, lorsque je parlais de la variabilité du droit naturel, qu'il changeait suivant les époques, suivant les cultures, et j'ai même à la fin dit que les
tenants du droit positif devaient aussi se poser les mêmes questions et se dire que leur droit positif était imprégné aussi des variations imprimées par l'histoire, la culture, les succès, à un moment donné, je parle des succès économiques, etc. Donc le droit positif aussi est imprégné de cette espèce d'inconscient collectif qui fait que le droit naturel influe, que la morale, pardon, influe sur le droit positif et aussi. Donc voilà. Je voudrais donc dans mes réponses que j'ai rapidement préparées à Christian, lorsqu'il m'objecte que le droit A est une liberté individuelle. Je pense qu'il y a un problème de temporalité lorsque on parle d'un droit A. Bien sûr qu'un droit A est aussi attribué par quelqu'un. Il y a un problème de temporalité de considérer le droit, avoir un droit absolu avant la sortie de l'état de nature et le droit A après la sortie de l'état de nature. Le droit A et le droit 2 sont des droits attribués, mais ils sont justement attribués par la collectivité. Donc, il n'y a pas vraiment de contresens dans ma présentation sur le droit A, qui est aussi, d'une certaine façon, et en creux, une obligation, des obligations et des devoirs et des contraintes en creux, puisqu'en fait, on accorde un droit, mais seulement à certaines personnes et pas à toutes les personnes. Il y a aussi cette notion de contrainte dans le droit attributif et dans le droit ouvert. Ensuite, le statu quo, on vient d'y répondre. Le status quo est une résultante du droit qui, bon, effectivement, Christian me dit le droit sert à restreindre la liberté, etc. Mais il y a la résultante de cette restriction de liberté, c'est d'atteindre une sorte d'état d'équilibre, qu'il soit, à un moment donné, je le dis, momentané ou même oppressif, mais on arrive à un status quo. C'est le résultat de l'exercice du droit et de la restriction de liberté. Donc, c'est la résultante. Ensuite, oui, Luc en a parlé déjà. Christian, tu dis que le droit naturel, les tenants du droit naturel voudraient inscrire le droit naturel dans le droit positif. Donc là, on a réagi et l'un et l'autre que ce n'est pas vraiment l'objectif. Et justement, le paradoxe et la difficulté des tenants du droit naturel, c'est qu'ils veulent se garder de rentrer dans le cursus versatile, on va dire, du droit positif qui peut être modifié, et les tenants du droit naturel considèrent que les droits naturels sont au contraire quelque chose qu'il ne faut pas toucher, en tout cas le moins possible, qui doit être mis dans un sanctuaire et surtout pas être mis dans le droit positif. Ils veulent tout simplement que le droit positif reconnaisse le sanctuaire qu'ils essayent de construire et de décrire. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais Christian, tu n'es pas d'accord, mais moi, c'est ce que j'ai compris de cette controverse. Voilà. Et le droit naturel, tu dis que c'est une liste et une idée, mais la preuve est que cette idée est imprécise parce qu'on doit se rabattre sur l'édiction d'une liste, mais le droit positif aussi, d'une certaine façon, même s'il est un principe énorme qui est en fait l'écriture de toutes les règles, mais en fait le droit positif c'est aussi une liste de droits criminels, de droits sociaux, de droits familial, etc. Ça touche à tout, donc d'une certaine façon on pourrait s'amuser à lister beaucoup de choses dans le droit positif et ça n'en reste pas moins malgré tout un principe que tu prises à énoncer. Et voilà. Et pour la démocratie, le droit naturel, tu me dis très justement que la démocratie, c'est en fait totalitarisme ou démocratie, à l'intérieur, c'est la façon de faire la loi qui diffère. Moi, dans mon objet, c'était simplement, dans mon intervention,
le droit naturel à l'intérieur de la démocratie, c'était pour répondre à Guillaume qui disait que le droit naturel était le vecteur principal ou en tout cas déterminant d'une vie démocratique. Et je voulais simplement me porter en faux par rapport à ce que disait Guillaume, en lui accordant qu'effectivement ça serait pratique, il n'y a pas de souci, mais que ce n'est pas une vérité absolue et qu'on peut imaginer une société d'élus démocratiquement et assister à ce que ces élus, voire sont des mafieux, tandis que un joli royaume avec un gentil roi pourrait rendre les gens tout à fait heureux. Et donc c'était pour remettre en cause cette affirmation que le droit naturel serait le vecteur de la démocratie. Voilà. Bon, voilà pour mes réponses rapides. Ok. Je propose qu'on en reste là parce que oui, Luc. Bah, c'est ce que j'allais dire. Et Christian, j'ai l'impression qu'il a quelque chose sur le cœur. Mais voilà. On va refaire d'autres émissions sur le droit naturel. Je pense effectivement que Christian peut peut-être faire quelque chose d'une capsule de 5 minutes et puis on reviendra dessus. De toute façon, on va remettre ça à l'ordre du jour. Oui, Ouais. Ça te va, Guillaume? Parfait. Christian? Oui, je pense qu'il faut s'arrêter là aujourd'hui, mais moi je souhaiterais continuer. Je souhaiterais continuer parce que j'ai plein de rubriques dont je souhaite parler encore. Si vous voulez, je vais vous les dire juste en 2 minutes. Hein. À partir de ce qu'a dit Luc, à partir de ce qu'a dit Guillaume, à partir de ce qu'a redit Jean-Charles, moi, j'aimerais qu'on parle des choses suivantes. Alors, allons-y pour l'énumération, mais pas du tout argumenté. Hein. Bon. La notion d'obligation de la société. Moi, j'ai un problème avec la notion d'obligation de la société envers ses membres. Hein. Le droit à. Voilà. Bon. Donc, j'aurais parlé de ça. Ne pas inscrire le droit naturel. Oui, j'ai dit les partisans du droit naturel voudraient l'inscrire. On me dit que c'est pas vrai. Bon, je voudrais discuter de ça aussi. Parce que si on n'inscrit pas le droit naturel dans le droit positif, bon, et qu'on fonctionne en droit naturel, c'est pas la peine d'écrire des lois. Il suffit qu'il y ait des tribunaux qui jugent en fonction du droit positif. Du droit naturel, pardon. Je reviens ensuite sur ma définition et je voudrais débattre là-dessus. Non, à mon avis, il n'y a pas de définition du droit naturel, Simone Weil ou autre, alors que le droit positif, on peut le définir au sens une définition, ça énonce un principe qui est ensuite déclinable dans tous les cas. On n'a pas besoin de faire des énumérations pour le droit positif. On peut donner une définition. Par contre, on ne peut pas donner une définition du droit naturel. On est obligé de faire des énumérations. Donc, j'aimerais parler de ça. J'aimerais parler ensuite de... Guillaume a relancé le truc sur le droit, c'est pas que des interdictions, c'est aussi la liberté, le droit de faire. Bon, j'aimerais parler de ça. Le droit, il restreint le droit de faire. S'il n'y a pas de droit, il y a le droit de faire. Alors, j'aimerais parler de ça. Oui. Donc, la définition du droit naturel qui a été donnée, c'est le droit que chaque individu possède du fait de son appartenance à la société. Bon, moi, ce n'est pas une définition. Bon, là, on me dit, tiens, il y a une définition. Oui, ce n'est pas une définition. Donc, voilà. L'histoire du statu quo. Alors, l'histoire du statu quo, on m'a dit, non, Jean-Charles, c'est vrai, le droit c'est un statu quo. Et Jean-Charles a introduit son notion de statu quo en disant, le droit établit un équilibre entre les droits et les devoirs, donc il établit un statu quo. Bon, ça, c'est intéressant. Droit et devoir. Déjà, pour moi, les droits, ça n'existe pas. Et que les devoirs. Donc, je voudrais qu'on reparle de ça. Le droit naturel, moi, je propose une définition, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Je voudrais qu'on parle de ça. Pour moi, c'est ça, le droit naturel. C'est un truc qu'on ne discute pas. Et il est, effectivement, l'histoire. Alors, le droit naturel, c'est ce qu'on ne discute pas. Il est variant, invariant. Oui, il est variant, invariant, parce qu'à certaines époques, il y a ça et ça et ça. Ça ne se discute pas en fonction des idées de l'époque. Puis à d'autres époques, c'est différent. Donc, effectivement, il est variant, invariant. Il est variant, en fait. Voilà. Et puis, Jean-Charles est revenu sur le droit à et le droit de. Bon, le droit et le droit de, c'est pas la même chose. Le droit de, c'est je ne restreins pas la liberté. Donc, j'ai le droit de. Le droit à, c'est
il y a le pouvoir exécutif qui nous donne des sous. Ouais, c'est simple. Hein. Voilà. J'aimerais qu'on reparle de tout ça. C'est peut-être une émission pour chaque rubrique. Oh non, non, non. Ce que je te propose que tu fasses, Christian, c'est une émission où tu exposes tous ces points. Et tu fasses l'effort de les condenser en une demi-heure. C'est faisable. C'est la prochaine émission qu'on fera, ça sera toi, Christian, peut-être, du coup. Pour poursuivre cette... Ah, ça fait trop, là. Ça fait trop. Je vais pas faire du Jean-Charles. Ça fait trop, c'est beaucoup trop, là. Alors, une rubrique me suffit. Hein. En tout cas, je me propose de vous envoyer donc le texte que je vous ai lu. Voilà. Ah oui, parfait. Eh bien, on termine l'émission. Oui, l'habitude de la Convention, à l'époque où Robespierre faisait des discours mémorables, et que chaque fois qu'il y avait un discours tonitruant, il y a le président de l'Assemblée, alors Billaud-Varenne, je ne sais pas qui disait « Je propose que ce discours soit écrit et diffusé ». À l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas avant, mais le discours était imprimé. Lorsque les discours avaient de l'importance, ils étaient imprimés et ils étaient diffusés dans toutes les sections. Très bien. Je propose qu'on remette à l'ordre du jour cette habitude de la Convention pour le discours de Jean-Charles. Merci. Et sur ce rappel historique de Christian, je propose qu'on en termine ici pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Merci.